traçabilité, sur l'intégrité environnementale, etc. Suite à ça, donc, on a mis un peu de temps donc, à se mettre en route. Le premier semestre 2022, on a plutôt eu des réunions avec certains experts, plutôt en bilatéral, voilà, pour approfondir certains points. Ça peut être sur le carbone du sol, ça peut être sur l'additionnalité. Et la rédaction donc s'est faite tout récemment, hein, du mois d'août à octobre, avec donc un appui sur 5 groupes de travail, donc avec les 3 membres de l'équipe projet France Bois Forêt, auxquels ont été ajoutés donc l'INRAE et puis également l'ONF qui a été utile donc pour ce travail. Donc à ce titre-là, je remercie fortement Hortense, Julia, Adeline, Valentin, Christine et Lucie, et j'espère oublier personne. Voilà, et puis donc les méthodes sont déposées du coup aujourd'hui même. Petite précision juste pour vous indiquer que c'est uniquement les méthodes de boisement et reconstitution qui ont fait l'objet d'une révision. On verra en conclusion, on essaiera de faire plus tard une révision sur la méthode du balivage, où là les modifications sont moins d'ampleur, si je peux dire. Alors, on va organiser ça du coup, on va dire en trois grosses parties. Une première partie sur les grandes évolutions, une deuxième partie plutôt sur l'intégrité environnementale et une troisième partie sur les petites améliorations, simplifications. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à l'issue de chaque partie, du coup, Hortense peut-être prendre quelques questions pour pas que je fasse un monologue. Voilà, on essaiera bien sûr de finir à 4 heures. Alors, les grandes évolutions, donc là, si je devais résumer ces V3, des grandes évolutions, il y en a 2 surtout, qui sont d'ampleur, qui ont nécessité un très gros travail. Tout d'abord, c'est l'intégration des DOM. Donc ça, c'est la première grosse modification, alors qui, du coup, était plus une modification qui va, pour le coup, intéresser la forêt publique, qui utilise, du coup, plutôt la méthode de reconstitution. Et là, c'était plutôt pour intégrer, je dirais, des modifications sur la méthode boisement, hein, sur les DOM. Donc là, les méthodes actuellement donc, vont nous permettre, en tout cas, d'avoir des cas particuliers, de faire des projets pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Donc, il a fallu réfléchir, bien sûr, à des évolutions du coup compatibles avec ces contextes-là. Hein, donc, le risque de non-permanence. Si la valeur de 10% de la métropole reste la même pour la Guyane, il y a un rabais de 20% qui est plus fort pour la Guadeloupe, Martinique, Mayotte et Réunion, puisque on voit surgir du coup de nouveaux risques de tsunamis, de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques qu'on n'a pas du coup en métropole. Notez également qu'il y a, par rapport au risque de déforestation qui est très élevé à Mayotte, un risque qui est spécifique du coup à ce dôme qui du coup amène un rabais de 10% supplémentaire. Lors de ce travail, hein, pour lequel du coup je remercie du coup les collègues du coup de l'ONF et Christine qui a fait un peu qui a aggloméré toutes ces remarques sur chacun des DOM, hein, puisque sans ça, il nous aurait été très difficile de pouvoir faire ce travail-là de compatibilité au département d'outre-mer. On a adapté donc la méthode. Donc ça passe par des équations allométriques pour la biomasse qui sont différentes hein, et qui tiennent compte du contexte tropical. Également, une équation qui va être spécifique pour la biomasse racinaire ou encore, hein, on n'a pas les mêmes essences en forêt tropicale et donc forcément, on va du coup proposer une liste d'infradensité spécifique. La méthode aussi pour calculer le carbone, elle est différente. Nous, en métropole, on propose d'utiliser des tables de production ou des modèles de croissance. Là, pour les DOM, c'est une méthode donc, qui a été détaillée dans une publication scientifique qui est plutôt basée sur un cortège d'essence voilà, et pas sur des tables de production.
Et parfois, du coup, on a été confronté, hein, des manques des points qui étaient manquants et pour lesquels il faut du coup de l'appui de la recherche. On a été aidé quand même par le fait qu'il y a eu l'étude 4 pour 1000 Outre-mer, donc dans la foulée, je dirais, de l'étude 4 pour 1000 métropole, qui visait un peu à avoir un petit peu cet état de connaissance sur les stocks de carbone qu'on pouvait avoir dans les sols agricoles ou forestiers sur les DOM. Et donc là, on se rend compte qu'on a des stocks de carbone qui sont assez bien connus par culture en Martinique, par type de sol volcanique en Guadeloupe, et par type de sol également sur la Guyane. Par contre, on n'a aucune donnée sur la Réunion et Mayotte. On a aussi des données qui pouvaient être parfois contradictoires, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a des études qui montrent que boiser une bananeraie peut engendrer une perte de carbone au niveau du sol. Donc là, on était obligé de faire des hypothèses simplificatrices, et comme il n'y avait pas assez de connaissances qui nous permettaient, comme en métropole, de dire en boisant un sol d'une terre cultivée ou d'un verger, on va engendrer un gain de carbone dans le sol, c'est de temps, il y a une équation. On n'avait pas ces données-là pour les DOM, et donc on a fait une hypothèse qu'il n'y aurait pas de gain en carbone dans le organique des sols lorsqu'on passe d'une terre agricole à une forêt. Pour la litière, on s'est basé du coup sur une valeur litière qui existe sur la forêt du coup en Guyane. Voilà pour les modifications qui ont été apportées donc sur les départements d'outre-mer. J'ai des bruits là, il faut couper les micros. Et deuxième modification d'ampleur, elle va porter sur l'audit. Donc ça, c'était une modification sur laquelle vous nous aviez beaucoup posé de questions du coup dans la consultation. Donc la partie 8, vérification, elle est complètement remaniée. Elle a été même très détaillée. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que le texte, le nouveau référentiel de mars 2022, demande à la méthode de lister des auditeurs qui sont compétents. Alors pour la forêt, l'audit, vous l'avez compris, elle ne demande pas des compétences, si je puis dire, faramineuses. Il s'agit de vérifier si les plants sont morts ou vivants. On ne regarde même pas s'ils sont vigoureux ou s'ils ils peuvent avoir une conformation qui augure de production future de bois d'œuvre. On ne regarde pas ça, on regarde vivant ou mort. Donc du coup, la liste des auditeurs, l'idée était d'avoir la liste de tous les forestiers possibles sur le territoire et pas que des cabinets spécialisés d'audit. Donc là-dessus, l'idée était d'être le plus large possible. Donc les gestionnaires, les établissements forestiers, les syndicats, ça peut être les chambres d'agriculture, les bureaux d'audit, de conseil, etc. Les certifications PFCFS, et voilà, l'ensemble du coup, du moment que c'est un forestier dans la structure, je dirais, qui réalise l'audit, est reconnu comme compétent pour comptabiliser des plants vivants ou morts. En revanche, là où ça se complique plus, c'est pour respecter la condition d'indépendance. Donc là, effectivement, on ne peut pas du coup faire appel par exemple à des collègues. Donc l'ONF qui fait un projet en Provence ne peut pas demander à un technicien forestier de Bretagne à l'ONF d'aller auditer le projet en Provence. Et il n'y aurait pas du coup d'indépendance. De la même façon, au sein d'une même corporation, les audits croisés, du coup, ne seront pas permis. Par exemple, une coopérative ne pourra pas demander à une autre coopérative de lui auditer. En revanche, une coopérative pourra demander à un expert, vice-versa. L'ONF devra faire auditer ses projets par toute la liste, sauf eux-mêmes. Une coopérative pourra auditer un projet en forêt publique, etc. Voilà. Donc l'idée est de s'appuyer, je dirais, sur le réseau
de forestier. Pourquoi? Parce que là-dessus, on est sur des histoires de coûts, pour le propriétaire. L'idée est d'éviter d'avoir, je prends souvent cet exemple, mais le cabinet d'audit parisien qui se déplace au fin fond de la Lozère et les trois quarts du coût de l'audit, c'est du déplacement. Donc, on s'appuie sur cette maille de forestier et on veille à bien respecter l'indépendance. Alors, l'audit, en quoi il consiste? Je pense que dans la V3, que vous pourrez du coup consulter lors de la consultation publique, on va répondre, en tout cas, à la fois, alors je ne sais pas quel est le public là cet après-midi, mais à la fois aux porteurs de projets, de savoir qu'est-ce qu'il faut respecter dans 5 ans, et à la fois à l'auditeur, qu'est-ce qu'il va falloir auditer. Donc, l'audit de terrain va se faire par une méthode d'échantillonnage, du coup statistique. Voilà. Donc, il faut raisonner à l'échelle du tènement. Un tènement, c'est une patate de boisement d'un seul tenant. Voilà. Donc, pour tout tènement, tous les tènements d'un projet devront être audités. Voilà. Mais avec des échantillonnages différents. Là, j'ai pris sur cet exemple-là un audit qui a été fait. Du coup, enfin, c'est un exemple, c'est aléatoire. Vous avez en vert les plans vivants et en rouge les plans morts au bout de 5 ans. Si on comptabilise tout, on est à 78% de plans vivants, c'est-à-dire de cases vertes. Si on comptabilise uniquement les lignes marquées d'un point noir, donc il y en a 10 sur l'exemple, on arrive à 78,3%. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que l'échantillonnage statistique permet d'approximer le taux de plans vivants et qu'on n'est pas obligé d'aller mesurer tous les plans et de comptabiliser tous les plans. Alors, il va y avoir plusieurs cas. Je mets de côté le cas des peupleraies, où là, vous le savez, c'est une densité finale. On boise à 156 ou 204 plançons à l'hectare. Et donc là, il faudra auditer en plein. Voilà, tous les plançons. En plus, bon, les arbres, normalement, sont assez hauts à 5 ans, donc c'est relativement aisé. Maintenant, 3 cas. Si le tènement d'un seul tenant fait moins de 4 hectares, on va utiliser un taux d'échantillonnage de 20%. Ça veut dire quoi 20%? Ça veut dire qu'on va auditer une ligne sur 5. L'auditeur va tirer au sort une ligne entre 1 et 5. Ici, sur notre exemple, il a tiré au sort la ligne 3. Et il va donc comptabiliser les plans vivants sur toutes les lignes, toutes les 5 lignes. Donc, il va faire l'audit de la ligne 3, 8, 13, 18, 23, 28, etc., etc. Entre 4 et 10 hectares, on sera sur un taux d'échantillonnage, alors toujours entre 4 et 10 hectares, pas d'un projet, mais d'un tènement d'un seul tenant, on sera sur un taux d'échantillonnage de 10%. Ça veut dire que l'auditeur va auditer une ligne sur 10. Et après, pour les gros projets, plus de 10 hectares d'un seul tenant, le tènement, là, on sera sur un taux d'échantillonnage de 5%. On auditera une ligne sur 20. Voilà un petit peu ce qui a été préconisé sur l'échantillonnage de terrain. L'auditeur va également du coup vérifier les co-bénéfices. Alors, il ne s'agit pas de vérifier des co-bénéfices qui ont déjà été instruits. Je pense notamment l'instructeur DREAL vérifie si le boisement, la commune un tel est dans une métropole ou dans une communauté d'agglomération. Ça, c'est des co-bénéfices qui sont instruits par l'instructeur. En revanche, le porteur de projet peut déclarer un co-bénéfice que l'instructeur ne peut pas vérifier. Par exemple, je m'engage à curer une mare dans les 5 ans. Voilà. Et donc l'auditeur sur le terrain, il va aller vérifier que la mare, au bout de 5 ans, est toujours fonctionnelle, qu'elle n'est pas bouchée. Donc ça, c'est des co-bénéfices qui peuvent être du coup audités. Et le dernier point qui paraît important d'auditer, c'est la station.
Alors, il ne s'agit pas de faire une vérification, je dirais, dendrométrique, hein. Au bout de 5 ans, les plants, ils vont être petits. Heu, S'ils font 5 mètres, pour les plus productifs, ce sera déjà très, très fort. Donc on ne va pas vérifier des hauteurs et d'ailleurs l'étape de production ne donne jamais de hauteur et diamètre avant des âges de 15, 20, voire 30 ans. Il s'agira plutôt de vérifier que le porteur de projet n'a pas fait exprès de surestimer volontairement la fertilité de son terrain pour pouvoir utiliser des fertilités élevées et surestimer le gain en carbone. Voilà. Donc ça, il s'agira de, l'auditeur va réaliser juste un petit sondage pédo pour vérifier voilà, la station. Par exemple, si le porteur de projet dit qu'on est en Douglas fertilité 1, la plus forte fertilité, qui a plus de 15 mètres cubes hectare an ou même 20 mètres cubes hectare an, et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un sol médiocre avec une dalle calcaire à 30 cm, bon, là, il y a eu vraisemblablement méprise sur la station. Et donc là, l'auditeur pourra appliquer un rabais de 20% uniquement sur les cas où il y a eu une fraude avérée. Voilà. Et donc les méthodes fourniront un modèle de rapport de suivi, hein, puisque du coup, au moment de l'audit, il faut fournir ce rapport de suivi. Alors, là, un point du coup sur l'additionnalité, et après du coup, Hortense, on pourra peut-être prendre quelques questions. Euh, Super. Ouais, sur du coup l'additionnalité, donc vous indiquez que le plafonnement du coup à 100% a été du coup retiré. Donc c'était plus pour des considérations de la somme, hein, qui n'est pas une subvention, hein, mais bien une prestation de service de stockage de carbone de la part du porteur de projet. Et donc dès lors, c'était difficilement compréhensible de plafonner cela. Et donc, vous le savez, hein, vous connaissez bien sûr la problématique, il y avait ce problème avec ce plan de relance où, du coup, se posait la question d'avoir quand même une articulation. C'est-à-dire que là, nos méthodes, il va falloir qu'elles ne bougent pas pendant facilement 4 ans. Donc, dès lors que vous êtes dans un département et si le département sort une aide publique à 80 ou à 100%, il ne faut pas non plus que ça pose des problèmes par rapport du coup, aux méthodes du label bas carbone. La méthode du label bas carbone n'a pas vocation à faire des à-coups et à s'adapter à chaque fois qu'un département, qu'une région, que l'État sort une aide. Donc du coup, on avait cette étude, hein, de 2017 qui indiquait qu'on reconnaissait qu'un n'était pas additionnel. Alors, il y avait 3 possibilités pour démontrer l'additionnalité. Il n'y a pas d'aide publique, c'est additionnel. Il y a des aides publiques, mais je ne suis pas éligible aux critères. L'aide publique, par exemple, finance les projets de plus de 4 hectares. Moi, j'ai 2 hectares. Je ne suis pas éligible à l'aide publique. C'est additionnel. Et le troisième niveau, c'était de dire qu'à partir de 50% du coût total du projet, une aide publique qui fait plus de 50% du coût total du projet est réputée suffisante. Voilà. Alors ce 50%, il venait d'une étude sur le Massif central, alors certes statistiquement significative, mais sur le Massif central. On sait très bien qu'en Méditerranée, où il n'y a pas de culture forestière, ce 50% est très largement insuffisant. Il peut y avoir d'autres régions aussi où c'est insuffisant selon les contextes. Donc, on maintient ce seuil de 50%, mais avec une introduction d'un reste à charge qui est fixé à 3 000 € l'hectare. Alors, le 3 000 € l'hectare, il ne sort pas du chapeau, hein. Il correspond au fait que dans l'étude qu'on avait posée à l'époque, on était à 2 500 € l'hectare, et donc avec l'inflation, ce 2 500 devient 2 802 € arrondi à 3 000 € l'hectare. Voilà. Donc, je récapitule, si vous avez une aide publique supérieure à 50%, mettons 70%, mais
que parce que les travaux coûtent très cher, mettons 11 000 euros, et que vous avez plus de 3 000 euros d'autofinancement à mettre dans le projet, alors le projet est éligible au label bas carbone. Donc voilà la petite modification qui est proposée du coup dans la V3 des méthodes. Et du coup, je m'arrête là pour cette partie voilà, qui présentait les grosses modifications, hein. Donc j'imagine que vous avez probablement des questions sur peut-être d'autres choses, hein, qu'on va peut-être voir tout à l'heure. Concentrez-vous peut-être uniquement sur les questions relatives à l'audit et au département d'outre-mer. Merci Olivier. Je vais lire vos questions si ça vous convient et on va essayer de tenir jusqu'à 45 maximum pour tenir les délais de la réunion. Donc, une première question de Sophie Farinotti. Est-ce qu'une ligne sur 20 est statistiquement suffisante pour des surfaces de plus de 10 hectares d'un seul tenant? Alors, effectivement, c'est quelque chose on peut légitimement poser la question. Donc, c'est encore en test, hein. Donc, on s'est beaucoup appuyé, nous, sur les audits du coup, des projets pilotes, hein, qui avaient été menés en 2016. Donc, ils ont pu être audités entre l'an dernier et cet automne. Alors, c'était plutôt des projets qui tournaient aux alentours de voilà, entre 3 et 5 hectares. Donc, ça nous a permis vraiment de tester plutôt une ligne sur 5 et une ligne sur 10. On n'a pas eu à ce stade-là de très gros projets à auditer. Enfin, pas de très gros projets, de très gros tènements d'un seul tenant à auditer. Donc, c'est une question, voilà, je n'ai pas de recul encore là-dessus, hein, pour vraiment me rendre compte si c'est suffisant ou s'il faut être un peu plus exigeant là-dessus. C'est un point, hein, la méthode va être mise aussi en consultation publique. Peut-être que des auditeurs chevronnés sur justement ce type de vérification pourra nous alerter sur le sujet. Merci. Une question d'Émilie Partuiseau. Comme les répartitions d'essence ne sont pas toujours disposées de façon homogène, comment est-ce qu'on peut s'assurer, à travers l'échantillonnage, que ça permette de vérifier toutes les essences indiquées au projet? Oui, alors ça c'est un point, c'est une bonne question. L'auditeur, il n'est pas là pour vérifier que vous avez mis 11 de merisier. Voilà. Il est là pour vérifier donc effectivement que les essences y sont, mais il ne va pas vérifier les proportions. Donc vous comprenez aisément, hein, que si vous êtes à un taux de 10% et que vous avez fait des bouquets et que le bouquet tombe entre vos deux lignes tous les 10 lignes, effectivement, il pourra ne pas voir éventuellement certaines essences et encore moins contrôler les proportions. Donc là, on est vraiment plutôt sur l'idée d'avoir quelque chose de statistique et de contrôler tous les vivants et morts sur une ligne. Et c'est pas quelque chose qu'on ramène à l'essence. Si vous avez 40% de chêne dans votre boisement, on ne va pas vérifier que vous avez bien plus de 900 plants hectares vivants sur les 40% de chêne. Non, c'est à l'échelle du projet. Sachant qu'il y a les factures de la plantation qui feront foi aussi pour l'auditeur pour, Tout à fait. voir ce qui a été planté au départ. Oui, mais qu'est-ce qui se passe Merci. du coup si comme on a eu des soucis avec, excuse-moi parce que du coup c'est exactement sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas, les plans qu'on veut, par rapport au manque de plans, à l'indisponibilité des plans actuels? Alors, il y a une tolérance qui a été mise, hein, dans la partie de l'audit, justement, pour y répondre, pour tenir compte, hein, du fait que certains projets qu'on dépose, qu'on labellise et qui parfois, le temps de trouver le financeur, le temps d'être sur la bonne saisonnalité de plantation, il peut y avoir un décalage de bien plus d'un an au moment où le projet est réellement planté. Donc, crise de pénurie de plants, on n'a plus les plants. Donc là-dessus, il ne faut pas non plus, hein, on est là quand même sur un plan avec de telles répartitions d'essence, hein, donc on ne peut pas se permettre de chambouler totalement le projet. En revanche, on a mis une petite tolérance, voilà, pour pouvoir faire des petites modifications lors des pénuries, et cette tolérance, elle porte sur 20% des plants.
Voilà. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un projet sur lequel il y avait 5% de cormier et 10% de tilleul. Il y a une rupture en pépinière. Ben, vous allez du coup ne pas mettre le cormier et le tilleul. Vous allez mettre une autre essence à la condition que ça ne chamboule pas l'éco-bénéfice. Voilà, hein. C'est-à-dire que si vous avez déclaré votre cormier et votre tilleul comme autochtone, mais que vous ne pouvez plus le mettre parce qu'il y a une rupture en pépinière, vous allez le remplacer par une autre essence qui serait par exemple autochtone. Voilà, un peu l'idée. Mais on a mis ça à 20%. Au-delà, on chamboulerait trop le projet. Donc, on ne peut pas se permettre ça, mais on laisse quand même cette tolérance qui est forcément très utile par les temps qui courent. Merci Olivier. Une autre question de Justine Campredon qui demande si ces modalités seront appliquées aux projets labellisés selon la V3 des méthodes ou rétroactives aussi aux projets selon la V2 voire V1. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on discute avec la DGEC du MTE. L'idée, effectivement, si on regarde alors, bon, la V2, c'est peut-être un peu mieux, mais la V1, donc il manquait quand même beaucoup d'éléments sur la partie audit. Donc les projets qui se réfèrent à la V1, je pense que les auditeurs seront un petit peu embarrassés pour avoir voilà, des lignes directrices. Donc, je pense qu'ils peuvent du coup s'en inspirer. Moi, ce serait mon avis, s'en inspirer grandement. Il n'y a pas eu de modification, hein, c'est-à-dire du type, on demandait jusqu'à présent 900 plants vivants hectares, et là, maintenant, c'est 1200 plants hectares. Hein. Donc ça, effectivement, si vous engagez, vous plantez en 2020, vous savez que dans 5 ans, il faut faire 900 plants hectares et qu'entre-temps, la règle change et ça devient 1200. Ça, c'est une modification majeure que du coup, qui ne pourrait pas s'appliquer. Là, on est plutôt sur le protocole. Donc, je dirais, ça change pas grand-chose en fait finalement pour le porteur de projet. Par contre, ça simplifie la vie de l'auditeur, quoi. Il sait, grâce à la V3, ce qu'il va devoir auditer dans le projet. Merci Olivier. Et maintenant, des questions qui se regroupent sur les coûts qui sont intégrés dans euh, le reste à charge des projets pour l'additionnalité et si il y a besoin de calculer une vanne ou pas sur ce reste à charge. Alors, on a fait une petite précision dans notre groupe de travail, on s'était rendu compte qu'on ne s'était pas assez précisé dans la méthode. Donc, on a mis que le coût du projet, ça regroupe la préparation du sol, l'achat et la pose des plants, l'achat et la pose des protections individuelles, éventuellement d'une clôture, de répulsifs contre le gibier, les dégagements, des broussaillements éventuels et la maîtrise d'œuvre, par exemple, d'un gestionnaire. En revanche, la conception du projet label bas carbone et les frais d'audit ne rentrent pas dans le coût de projet. Voilà. Donc, le coût de projet, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut le calculer. Hein. Quand on met toutes ces lignes mises bout à bout, on est souvent bien au-dessus de 5 000 € l'hectare pour emboisement. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut voir. Du coup, est-ce que l'aide publique, si on la prenait, elle nous offrirait moins du coût de 3 000 € hectare d'autofinancement. Je te complète peut-être en disant que c'est sur 5 ans, ces coûts, jusqu'à l'audit. Voilà. Tout à fait. Merci. Et donc, il faut continuer de calculer une vanne, hein, c'est indépendant, cette vérification d'aide publique. Et enfin, une question de Sarah Forest sur la tolérance concernant le changement d'essence en cas de pénurie. Est-ce que les essences de remplacement doivent conduire à un volume carbone équivalent à celle initialement prévue? Alors, je dirais oui, il faut essayer. Il faut essayer effectivement d'aller dans cette direction-là. Donc, dans la méthode, on n'a pas précisé, mais c'est vrai que c'est l'idée. En tout cas, donc, le projet, de toute façon, a été instruit. Hein, donc, il n'y aura pas de recalcul après coup du gain en carbone, d'où l'idée, effectivement, de rester plutôt sur des essences comparables. Je prenais un exemple tout à l'heure, rupture de cormier, une grosse rupture en ce moment sur cette essence d'accompagnement. Mettre à la place du cormier un alizé terminal ou un chêne Cécile qui ont une rapidité de croissance assez similaire, ça paraît pas délirant.
Merci. Deux petites dernières questions, je pense, et puis après on peut continuer. Une question d'Aubin, La Bergère, La Roche. Pourquoi se dénoter des arrêtés MFR pour les densités à 5 ans? Je ne crois pas que ce soit le cas. Alors non, 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 il faut appliquer, hein, donc on n'applique pas, donc il n'y a pas de recommandation pour les densités initiales de plantation. Voilà. Donc là, je dirais, c'est au porteur de projet d'évaluer un petit peu sa gestion par rapport à l'objectif qui n'est pas tout à fait le même, hein, de 900 plants vivants hectares au bout de 5 ans. Voilà, c'est des cas, il y en a qui veulent avoir de la marge, ils vont boiser à 1600, d'autres ils veulent pas avoir trop de coûts et ils vont être ric-rac avec une densité de 1111 plants hectares. Liberté totale pour la plantation. En revanche, au bout de 5 ans, obligation d'appliquer la directive du MAA et le cas échéant des arrêtés préfectoraux régionaux qui du coup apporteraient des différences par rapport à la directive du MAA. Petite précision pour les DOM, il n'y a pas d'arrêté MFR et donc là la densité est fixée par défaut à 1100 plants hectares au bout de 5 ans. Merci. Et puis une dernière question concernant les coûts d'audit. A-t-on une idée en fait de combien va coûter un audit? Peut-être sur une tranche de 10 hectares de travaux, par exemple, pour avoir un proxy. Alors, 10 hectares de travaux. Bon, c'est très, très estimatif, hein. Je dirais que 5 hectares, ça peut se faire en une demi-journée. Voilà. Donc, mettons 10 hectares, on le fait sur une journée. Derrière, une journée de rapport d'audit, voilà, peut-être aller, pour être très large, une journée de préparation. Voilà, 3 jours, allez, maximum, fois le prix de l'auditeur. 500, 700, 900 euros la journée, je ne sais pas. Bon, grosso modo, 2000 euros, 2500, voilà, ça doit pouvoir passer. Merci Olivier. Mais je pense qu'on peut clôturer cette première partie et continuer sur le renforcement de l'intégrité environnementale pendant 15-20 minutes. Merci. Eh bien, on continue. Donc, on vous proposera aussi un petit échange de questions juste après. Alors, l'intégrité environnementale. Alors, de quoi on parle? Sur la gauche de l'écran, vous avez une capture écran d'un document qui figure sur le site du label bas carbone, où, suite aux annonces qu'avait fait la ministre Barbara Pompili en août 2021, il était demandé d'accroître l'exigence environnementale, hein, du label bas carbone. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait une volonté de réviser les méthodes approuvées, c'est le cas de nos méthodes forestières, pour intégrer davantage d'exigences environnementales. Il faut bien comprendre, le label bas carbone n'a pas vocation à s'aligner sur d'autres aides. Le label bas carbone, c'est un standard de compensation carbone qui définit ses propres règles et ses propres exigences. Et également, alors ça peut concerner, s'il y en a autour de la table, hein, pour les futures méthodes qui seraient du coup déposées, d'avoir du coup un regard sur l'impact environnemental du coup plus élevé. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cette V3 si elle était agréée? À partir de 4 hectares, alors, pour tout tènement de 4 hectares d'un seul tenant, sauf, pas pleurer, il y aurait l'obligation donc de mélange avec au moins 2 essences, dont là où les minoritaires représentent au moins 20% du coût des plants. Voilà. Donc ça, c'est la modification. Donc c'est un critère d'éligibilité, hein. Si vous avez une patate de boisement qui fait 5 hectares, vous allez être obligé de mettre 20% d'une deuxième essence. J'ai bien dit d'un tènement. Vous pouvez avoir un projet de 5 hectares avec 3 hectares et 2 hectares à un autre endroit. Et là, du coup, vous n'aurez pas l'obligation de mélange. L'obligation ne porte pas à l'échelle du projet, mais à l'échelle du tènement d'un seul tenant.
Ensuite, du coup, se pose la question, vous nous l'aviez posé dans la consultation, vous avez pas mal questionné sur le type de mélange, sur également, est-ce qu'il y a des choses sur la part d'autochtones. Ça, on le renvoie au tableau d'éco-bénéfices et on va en parler tout à l'heure. Autre point d'intégrité environnementale qui, étrangement d'ailleurs, n'est très peu soulevé du coup, mais qui est un point de vigilance, c'est le dépéris. Donc, on reconnaît comme dépérissement intense un peuplement qui a plus de 20% des tiges qui présentent 50% de déficit foliaire. Le problème, c'est que vous pouvez parfois être amené du coup à vidanger une parcelle avec un seuil qui serait très proche de ce 20%. Par exemple, une parcelle qui aurait 25% de tige qui a plus de la moitié du houppier clair. Et vous pourrez être amené à le récolter, le vidanger, alors que peut-être dans ce peuplement, il y aurait eu des arbres qui pouvaient survivre, et notamment quand c'est des peuplements qui ne sont pas monospécifiques, il est peu probable que l'ensemble meure. Et donc là, il y a un risque d'intégrité environnementale qui est de raser des peuplements qui auraient eu une chance de s'en sortir. Et donc, pour éviter ce risque-là, on propose d'être plus exigeant que le critère des péris, et donc on double, on demande à prouver qu'il y a plus de 40% des tiges qui présentent 50% de déficit foliaire. À partir de là, le porteur de projet peut tout vidanger sur la parcelle, y compris les 27% d'arbres qui seraient encore verts et qui peut-être du coup dépériront plus tard. Mais c'est conditionné à un seuil qui est beaucoup plus exigeant. Et donc ça, c'est une mesure très importante pour l'intégrité environnementale. Alors, le gros débat qu'il y avait eu aussi, que vous nous aviez fait remonter, c'était mais est-ce que je peux, pourquoi je ne peux pas labourer? C'est interdit dans la méthode reconstitution. Et on avait aussi un retour inverse, on a le droit de labourer des prairies, alors que finalement, une prairie, c'est 80 tonnes de carbone, c'est comme un sol forestier. Du coup, c'est nocif de labourer les prairies, donc il faudrait l'interdire, et ce n'était pas interdit. Bon. Donc du coup, on part bien sûr du postulat qui est qu'il faut travailler le moins de surface possible sur un projet. Et on a essayé de tenir compte du fait que sur certains types de terrains, on peut penser aux terrains sableux, pauvres, où du coup le labour permet, donc ça a été largement démontré par exemple sur le pin maritime, permet aux plantes de bien prendre racine et puis d'avoir une croissance bien plus élevée que si le terrain n'était pas préparé par cette technique. Donc du coup, alors, sur les terres cultivées, vignes, vergers, grandes cultures, le labour, il peut être réalisé. C'est déjà le cas, labour en plein même. Et donc ça, il n'y a pas de souci sur ces terrains-là, qui ont un faible niveau de carbone par rapport au sol prairiaux ou au sol forestier. La nouveauté dans la V3, c'est qu'on autorise du coup le labour en bande seulement sur les prairies, les friches et pour la méthode reconstitution, les peuplements post-tempête, incendie, dépérissement intense. Voilà, dès lors qu'effectivement on est sur moins de 50% de la surface travaillée. En revanche, ça n'est pas complètement neutre. Voilà, si vous labourez en bande, donc il y a des études scientifiques qui sont arrivées à démontrer une perte de carbone sur la litière. Et alors, on attend une future référence scientifique qui va sortir, qui met en évidence également une perte sur le carbone organique des sols. Voilà. Et donc, la technique est autorisée, mais le porteur de projet prendra, alors ce n'est pas un rabais, c'est une perte de carbone sur les compartiments litière et sol. Pour la technique spécifique du sous-solage, donc avec des très très gros engins qui vont énormément sur des profondeurs très importantes. On a interrogé l'INRAE sur ces questions-là et il en ressort qu'il y a trop d'incertitudes sur une technique finalement que la littérature scientifique a très peu étudiée pour le moment.
Donc, on ne souhaite pas, du coup, autoriser une technique qui pourrait générer donc, de fortes pertes de carbone au niveau des sols. Donc, le sous-solage ne sera pas, du coup, autorisé pour la méthode reconstitution. Donc, si on fait un bilan sur les deux méthodes, boisement, reconstitution, pour le boisement, donc, on a deux cas. On va dire tous les sols qui sont cultivés et les prairies ou les friches. Donc, pas de préparation du sol, c'est autorisé, bien évidemment. Le poté travaillé qui prépare très localement le sol, également, est une pratique qu'il est souhaitable de promouvoir. Le labour en bande, pas de souci, du coup, sur les terres cultivées. Sur les prairies et les friches, on l'autorise, mais on va être prudent, hein, puisque prairies ou friches, on va avoir les 80 tonnes de carbone déjà dans le sol. La baignoire est déjà bien remplie, et donc on va mettre une petite perte dans le sol à ce niveau-là. Le labour en plein sur les terrains cultivés du fait du faible stock, pas de souci. En revanche, il sera interdit sur les prairies et les friches. Les discages en bande et en plein seront autorisés et le sous-solage autorisé pour les terres cultivées, mais interdit pour les prairies ou les friches. Dans la méthode de reconstitution, parfois dans les terrains de montagne, en pente, on ne prépare pas le sol, donc ça c'est bien sûr autorisé, c'est la technique qui a le moins d'impact. Le poté travaillé en a peu aussi, donc bien sûr autorisé. Le labour en bande, c'est la nouveauté, donc devient autorisé, mais avec une perte de carbone dans le sol et la litière. Le labour en plein est interdit, le discage en bande autorisé, le discage en plein et le sous-solage seraient interdit. Voilà un petit peu pour les précisions relatives au travail du sol. Donc, je pense que c'est aussi une amélioration, hein, qui est apportée dans cette méthode qui vous permettra du coup de réaliser des travaux de préparation du sol, voilà, notamment pour les contextes difficiles où on est obligé de passer par la technique du labour. Alors, les co-bénéfices. L'éco-bénéfice, retenez que le principe, hein, de la grille change pas. On ne va pas chambouler quelque chose qui fonctionnait, même si c'est critiquable, c'est améliorable, on pourrait avoir plus de co-bénéfices, etc. Notez qu'il y a, mais c'est très marginal, il y a quelques petites valeurs qui changent, voilà, des plus 1 qui deviennent des plus 2 ou vice-versa. La nouveauté, c'est l'apparition d'une nouvelle catégorie de co-bénéfices qui s'appelle changement climatique. Voilà. Donc, c'est le co-bénéfice là qui vous est représenté dessous. Donc, on va valoriser, alors je crois que les valeurs sont plus les bonnes, mais bon, peu importe. On va valoriser finalement l'utilisation, le porteur de projet qui a recours à des outils pédosylvoclimatiques. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est obligatoire dans le label bas carbone, c'est de faire un diagnostic stationnel. Et le porteur de projet qui va un peu plus loin, c'est-à-dire qui se pose la question, est-ce que les essences que je mets avec un climat plus chaud, plus de degrés sous bioclimsol, ou un scénario moyen ou pessimiste 2050 sous climessence, est-ce que ces essences-là seront toujours adaptées? Donc, pour l'utilisateur, voilà, qui va plus loin et qui utilise ces outils, on propose donc de le récompenser là-dessus. Et enfin, donc là, on va dire, c'est plus anecdotique, ça sera un co-bénéfice rare, donc très difficile à marquer les points. Donc là, c'est pour ça qu'il est à plus 5. Le co-bénéfice du dessus, je crois qu'on a mis un plus 2 ou un plus 3, enfin une valeur moindre. Ce co-bénéfice-là, c'est pour les projets qui feraient l'objet finalement de dispositifs qui sont un peu scientifiques et visent du coup à mieux comprendre le changement climatique, hein. Donc on peut penser à des arboretas, à des réseaux espérance, des îlots d'avenir, voilà, différents types de dispositifs qui font l'objet d'un suivi expérimental. Alors, le co-bénéfice biodiversité, il a été étoffé, souvenez-vous, hein, donc je vous ai indiqué tout à l'heure, du coup, le fait que, du coup, alors, première chose qu'on peut éventuellement étudier, c'est le mélange intraparcellaire, hein. Donc, vous avez été plusieurs à nous dire,
Parfois, c'est des gros blocs qui sont plantés les uns à côté des autres et il n'y a pas réellement de mélange. Donc là, 3 mélanges sont cités. Donc vous avez du mélange en bande, du mélange en bouquet ou du mélange pied à pied, qui est très rare en forêt. Et donc, on laisse au co-bénéfice la possibilité de valoriser donc, ces types de mélanges. Voilà. Donc, et donc, c'est ce co-bénéfice-là qui apparaît et qui n'était pas présent précédemment dans les méthodes. Enfin, pour le mélange et l'autochtonie, si vous vous souvenez de l'ancienne grille, on passait de +1 à +5. Bon, le +1, il était somme toute très facile à marquer. Le +5, finalement, entre un projet très très mélangé et un projet un petit peu mélangé, on pouvait avoir le +5. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, comment dire, une gradation qui reflétait voilà, la facilité jusqu'à la difficulté à avoir ce co-bénéfice-là. Donc là, on l'a un peu étalé. Voilà. Et donc, apparaît une classe intermédiaire qui est de +3, avec donc une classe un peu plus difficile. Pour avoir le +5, il faudra qu'il y ait 5 essences ou plus avec au moins 80% de plants autochtones. Voilà. Voilà pour ce point-là. Donc, je continue. Donc, ça, on l'a évoqué. Et donc, je m'arrête là, du coup. On va prendre quelques questions. Oui, merci Olivier. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Bon, peut-être avant les questions, on devait faire un point avant cette présentation qui n'a pas pu être faite. Donc, il y a certaines choses que nous-mêmes on découvre en séance, et notamment la question du sous-solage, dont on doit encore parler entre nous. Donc, je prends bonne note là, des remarques et des commentaires qui sont faits en séance, là, puisque c'est un sujet qui n'a pas été encore définitivement arbitré. Merci. Merci Eric. Et bien, du coup, je vais prendre plutôt suite à ce commentaire, plutôt les autres questions sur l'intégrité environnementale. Tac. Donc, excusez-moi, hop. Donc, une question d'Émilie Partizo. Quelles références ou sources utilisez-vous pour les outils pédosylvoclimatiques ou pour déterminer l'adaptation à un climat plus chaud? Alors, pour le moment, à notre connaissance, il n'existe que les outils Climessence et Bioclimsol. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'est pas un critère d'éligibilité, hein. On ne peut pas exiger que tout le monde puisse être formé sur ces outils-là. Je crois que c'est des outils qui ont 3 ans et 2 ans, hein, donc ils sont somme toute assez récents. C'est pour ça que c'est valorisé uniquement sous la forme d'un co-bénéfice. Donc pour le moment, ce sont ces outils-là. Et après, rien n'empêche, hein, donc la liste, elle n'est pas, ils sont pas, on les nomme, mais il pourrait y avoir d'autres outils pédosylvoclimatiques qui pourraient être utilisés, sortir dans le futur et être utilisés pour ces diagnostics. Exactement. Une question de Sophie Farinotti qui dit au moins 2 essences sur plus de 4 hectares, ce n'est pas techniquement toujours possible, car c'est le diagnostic stationnel qui guide nos choix, et cela pourrait bloquer des projets. Alors c'est un point qui a été pris en compte justement. Ouais. Alors l'idée du pourcentage de projets qui serait pénalisé, je ne peux pas savoir du coup le pourcentage que ça pourrait représenter. Donc après, je rappelle ça, hein, donc c'est pas à l'échelle, ça peut être parfois important, c'est pas à l'échelle du projet, mais à l'échelle d'un tènement. Voilà, mais on ne peut pas avoir une idée là du pourcentage de projets qui seraient pénalisés. Merci. Une question de Laure Dangla qui dit que l'intégrité environnementale et la biodiversité restent seulement sur les aspects d'andro, essence ou sol, donc carbone, mais pas vraiment d'environnement. Quid du boisement de landes à fort enjeux environnementaux? Quid de la perte de dendro-micro-habitat lors de l'abattage en vue de reboiser? Et voilà, comment est-ce qu'on maintiendrait des éléments de biodiversité au moment des travaux?
Mhm. Alors, le premier point qui n'est pas rappelé là, mais qui est en vigueur, qui est réglementaire, c'est l'obligation de faire une étude cas par cas pour tout boisement de plus d'un demi-hectare en France depuis 2017. Donc, s'il y avait un boisement qui était sur une lande en jeu avec des zonages environnementaux, c'est à la DREAL de demander au porteur de projet de lui imposer une étude d'impact environnemental. Voilà. Et après, là-dessus, en fonction de ce qu'il en ressort, de lui interdire ou pas le boisement. Donc, on se reporte plutôt à la décision du coup de l'ADREAL, puisque tous les projets de boisement, actuellement sur la méthode boisement, doivent présenter une exemption d'études d'impact environnemental, ou en tout cas, s'il y a eu une étude d'impact, d'autorisation. Donc la question, elle porte peut-être davantage sur les reboisements. Donc sur les reboisements, il y a le premier point, donc il y a l'IBP, bon, on en parlera après, mais l'IBP donc, qui reste obligatoire pour tous les projets de dépérissement hors scolite. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc l'idée de cet IBP, c'est de faire parcourir finalement le peuplement et de regarder un petit peu voilà, les éléments qui présentent une note écologique intéressante. Donc je prends souvent cet exemple du taillis de châtaignier dépérissant, par exemple en Dordogne. Si on voit qu'il y a des arbres de verger, des gros bois à cavité, à dendrothelme, etc., c'est des éléments du coup qui apparaîtront avec un certain poids dans l'IBP et du coup qu'il faudra maintenir. Voilà. Et on concentrera la coupe sur le taillis finalement jeune de châtaignier. Donc l'IBP et après l'autre niveau, je dirais, d'exigence. Encore une fois, je le répète, qui était rarement évoqué, mais qui est un point important, ça a été d'être plus exigeant sur la reconnaissance de dépérissement intense pour éviter justement d'avoir des cas de projets très peu dépérissants par rapport au seuil de 20% et d'avoir tout le peuplement qui passe en coupe rase alors qu'il se serait sorti d'affaire pour une majorité de tiges. Merci Olivier. Effectivement, l'IBP, ce sera vu dans la partie suivante. Donc, je retiens vos questions pour après sur tout ce qui concerne l'IBP. Une remarque plutôt de Cécile de Coincy concernant les notes sur la diversité et la modalité d'application de cette diversité. Je pense que c'est sur les modes de mélange intraparcellaire, mais c'est bien graduel avec des notes proches sur le pied à pied ou bouquet. Voilà. Oui, l'idée, c'est enfin, c'est toujours un peu arbitraire, hein, mais l'idée, c'est que la gradation de 1 à 5 rend compte un peu de la difficulté ou du caractère un peu exceptionnel de certaines pratiques. Donc, finalement, on considère qu'on n'a pas mis un 3-5, mais un 4-5, parce que déjà, souvent, le mélange pied à pied, c'est pas toujours hyper stratégique. Le mélange en bouquet, c'est quand même donc une installation intéressante où souvent le bouquet ne va pas disparaître au moment de la première éclaircie, contrairement parfois au mélange en bande. Et donc, on trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour la biodiversité à promouvoir. Et donc, on a préféré lui mettre une note de 4 plutôt que de 3. Ouais, en fait, ma remarque, c'est vraiment sur l'impact de la note, parce que finalement, c'est quand même des choses qui sont beaucoup regardées maintenant par les investisseurs et c'est pas très lisible en fait de faire ça comme ça, parce que du coup, on a un enjeu hyper fort sur la biodiversité, mais qui est complètement gommé par ailleurs avec d'autres trucs qui prennent la même place. C'est un peu ça le reproche, quoi. C'est finalement faire de la notation qui n'a pas où on ne comprend pas l'objectif final. Enfin, c'est chouette de faire des super petits beaux projets expérimentaux, mais bon, on sait très bien que ça a une limite énorme. Et si l'idée c'est quand même de reconstituer la forêt française, ça va pas. Enfin, le mélange pied à pied, on n'y croit pas trop, quoi. C'est pour ça que je trouve ça dommage, moi.
En tout cas, c'était un point qui avait été indiqué dans la consultation, qui était de pouvoir mieux valoriser les types de mélanges. Voilà. C'est vrai que la V2 ne valorisait pas ça. C'est vrai. Donc là, bon, il y a un co-bénéfice qui le permet, quoi. Oui, et puis la consultation indiquait que le système de points convenait à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on est resté là-dessus. Je continue sur les co-bénéfices pour pas qu'on perde, enfin, qu'on arrive à traiter le maximum de questions, mais je vois qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais grouper des demandes sur les co-bénéfices sociaux et sur l'eau. Et d'ailleurs, sur l'air, y a-t-il des évolutions dans ce sens-là? Et notamment sur la qualité de l'air relatif à l'ozone. Alors non, dans les co-bénéfices, les autres qu'on ne vous a pas présentés, qui ont évolué, donc l'eau n'a pas évolué, le socio-économique de mémoire n'a pas évolué, il y a eu une évolution un petit peu sur le sol, voilà, enfin, je trouvais que c'était un co-bénéfice qui était quand même pas très étayé et voilà, qui était intéressant un peu d'étayer. Donc il y a quelques valeurs qui ont changé. Enfin, on intègre éventuellement, je crois, la lutte contre l'érosion. Enfin, je me souviens plus là dans le détail, mais il a été un petit peu augmenté et on n'a pas pour le moment prévu de co-bénéfice sur la qualité de l'air. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Pardon, par contre, il faut lever la main, sinon on ne va pas y arriver. Oui, Pour et toutes les questions, je suis désolée. Oui. ma main est levée, justement. Oui, C'est juste pour je répondre vais sur donner la ce... parole. Juste, je Oui, vais donner la parole. Voilà. Allez-y. Merci. Merci. C'est juste pour répondre sur le co-bénéfice qualité de l'air. On vous a sollicité depuis un petit moment déjà, donc la DGEC depuis janvier et notamment M. Glaise depuis juin, pour essayer de voir comment on pourrait réfléchir avec vous lors de profiter de cette révision pour parler un petit peu de qualité de l'air et notamment d'ozone, puisque selon les essences plantées, on n'a pas les mêmes émissions de composés organiques volatiles. Les essences végétales émettent des polluants, et notamment dans les régions méditerranéennes, donc en région PACA, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des questions d'ozone qui sont extrêmement fortes, et on souhaite que le label bas carbone puisse aussi être un levier pour sensibiliser les forestiers, pour sensibiliser, pour essayer d'avoir une amélioration sur ce sujet en regardant les essences plantées au regard de leurs émissions de composés organiques volatiles qui sont des polluants précurseurs d'ozone. Voilà. Merci. Olivier, est-ce que tu as un commentaire? On avait pris le parti de ne pas le traiter. Oui, alors non, c'est plus c'est pas un parti pris du coup, c'est plus un oubli. Donc voilà, il faudrait voir dans quelle catégorie on peut ranger ce co-bénéfice pour éviter quand même la multiplication des catégories. On est passé de 4 à 5 catégories. Si on a un système d'évaluation simple par essence et qu'on a la possibilité de le valoriser, pourquoi pas. Oui. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Merci. Merci. Je prends encore 2 questions et puis on essaiera de grouper à la fin peut-être si on a du temps pour réussir à traiter la partie suivante. Une question d'Adèle Baldenbeck sur les expérimentations. Y aura-t-il obligation de travailler avec un organisme public ou est-il possible de faire des suivis en interne par les organismes, donc là d'une coopérative par exemple, dans leur cellule RDI? Alors, j'en dis un mot après, donc on évoquera le problème après. Je garde la question pour y répondre. Ok, très bien, si c'est traité ensuite. Il y avait une question sur l'autochtonie des essences de Gildas Prévost. À quelle liste fait-on référence pour en traiter? Alors, donc pareil, j'aurais pu en parler après, bon, je vais juste dire un mot. On a prévu du coup une liste. Alors, puisque là, c'était une erreur qu'il y avait dans la V3.
dans la V2 pardon, des méthodes, puisqu'on se référait finalement à la flore forestière française, qui, elle, indique plutôt une présence, absence d'essence, plutôt que le caractère autochtone. Donc, du coup, ça a été corrigé. Il y a eu un gros travail là d'identification avec un mémoire de fin d'études cette année, qui, du coup, cible, alors c'est à l'échelle européenne. Vous connaissez peut-être le site Euforgen, et également donc une base du coup européenne d'essence, le Chorological Data, qui permet d'avoir accès à une carte. Donc vous voyez l'aire de répartition de l'autochtonie de l'essence, voire à un shapefile. Donc ça, si vous avez un outil cartographique, vous pouvez voir si votre commune de projet se situe dans l'aire de répartition de l'essence pour son caractère autochtone. Voilà. Donc ça, c'est indiqué dans la méthode. Il y a 2 exceptions, je crois, qui sont le noyer commun et le châtaignier, voilà, qui d'un point de vue scientifique peuvent être considérés comme autochtones car c'est par rapport à une ancienneté qui est de plus de 500 ans, enfin bref, voilà. Et ensuite, on a également indiqué pour les essences tropicales, du coup, comment on peut vérifier si elles sont autochtones sur les îles, etc. Merci Olivier. Je vois que les questions d'après seront sûrement traitées par la présentation, donc je propose d'avancer et puis peut-être de refaire une boucle à la fin. Parfait. Alors, je repartage. Hop là. C'est bon pour l'écran? Alors, Pardon, donc, oui, oui. ouais. Donc là, on vous propose d'un peu voir les petites améliorations, simplifications. Alors, à mon avis, on en a oublié plusieurs, mais voilà, vous aurez quand même, on va dire, tout un ensemble de petites modifications qui peuvent nous simplifier la vie pour les porteurs de projets ou qui apportent des améliorations. Donc, tout d'abord, il y a des valeurs qui donc ont été revues dans les méthodes. Donc, ça, c'est des modifications quand même importantes. La première, c'est l'infradensité. Donc, l'infradensité, c'est comment dire, le poids en matière sèche, du coup, dans un mètre cube de bois vert. Et donc, ces valeurs-là ont été donc ajourées par l'étude de l'INRA Hygiène qui s'appelait XyloDenseMap, qui est assez récente. Et au lieu d'utiliser une publication qui était non publiée d'ailleurs, donc on va dire une étude, une méta-analyse non publiée, on va du coup maintenant utiliser cette étude qui a été bâtie sur des carottes prélevées sur les forêts françaises, sur une large gamme d'essences. Voilà. Alors elles amènent plutôt à une hausse du carbone d'environ 10%. Voilà. Bon, après, on verra tout à l'heure, il y a des étapes de production qui vont sûrement diminuer le carbone. Donc, l'un dans l'autre, à mon avis, ça sera relativement neutre. Notez également, donc, on a basculé également pour les stocks de carbone organique des sols. On n'utilise plus l'étude INRA de 2002, mais l'étude du coup 4 pour 1000 donc, de 2020. Donc ça, c'est des valeurs qui ont été modifiées. Puis donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour les forêts tropicales, on a utilisé fortement du coup de rapport, une étude sur les forêts donc, de Guyane de 2018 et puis l'étude 4 pour 1000 Outre-mer de 2022 qui fait un peu une méta-analyse également des infos qui sont disponibles. Alors, là, on vous a mis un peu un bric-à-brac d'amélioration. Notez qu'il y avait un gros problème dans la V3, dans la V2 des méthodes, c'est que la petite propriété qui était en dépérissement intense, sans document de gestion durable, devenait de fait inéligible au label bas carbone, parce que les bois avaient été vidangés et on n'avait aucune possibilité de démontrer le dépérissement intense. Pas de possibilité d'avoir une coupe extraordinaire pour motif sanitaire, pas de possibilité d'avoir une coupe d'urgence, pas de possibilité d'aller faire un dépérissement parce que les bois avaient été vidangés,
et bien sûr, pas de photos. Donc là, on a essayé d'appliquer, finalement, de réunir un peu ce qui se faisait pour l'ONF et de l'appliquer un peu à la petite propriété qui n'a pas de document de gestion durable, qui est de démontrer, alors avec plusieurs documents, voilà, donc ça peut être une déclaration d'un conseiller forestier, ça peut être un bordereau d'achat des bois, par exemple si vous avez eu de l'épicéa qui a été acheté, du bois moyen d'épicéa de 50 de diamètre qui a été acheté 8 € le mètre cube, c'est qu'a priori, voilà, il était scolité et qu'il y avait une forte perte du coup d'avenir sur la matière vendue. Ça peut être également des photographies de drones aériennes, de satellites qui vont mettre en évidence des rougissements, voilà, des blanchiments. Ça peut être également, c'est un point qu'on avait oublié, une autorisation de l'administration, hein, article L124.5 du Code forestier, dans certains départements, pour récolter plus de 50% des tiges d'une forêt, sans document de gestion durable, il faut une autorisation. Voilà. Donc là, ça peut également être un élément qui pourrait être fourni. En tout cas, grâce à ces mesures, a priori, on rend éligible tout un pan de petits, entre guillemets, petits ou moyens projets qui n'étaient du coup qui étaient mis de côté. Autre amélioration, l'IBP donc, va devenir facultatif pour les projets post-tempête, post-incendie, et cette fois-ci sans évocation de date pour les projets post-scolite. Voilà, hein. Donc pour tous ces projets-là, on peut ne pas fournir d'IBP, on peut en fournir un, hein, et aller au-delà de son, je dirais, au-delà du minimum syndical, et donc là, vous pourrez valoriser ça auprès des co-bénéfices. En revanche, pour tout projet post-dépérissement autre que scolite, l'IBP est obligatoire, hein. On ne peut pas considérer qu'une calarose du frêne est une crise sanitaire où en quelques semaines toute la forêt dépérit comme pour le scolite. Voilà. Donc pour ces projets-là, l'IBP reste obligatoire. Il y a également la définition du projet collectif, voilà, bon, qui est quand même pas, bon, qui chamboule pas grand-chose, hein, qui indique du coup qu'il faut qu'il se fasse sur la même région administrative, avec, je crois, avec si possible des projets qui ont un point commun, quoi, voilà. Mais ça reste plus un conseil, en tout cas, qu'une obligation. Donc, a priori, on peut regrouper des choses, de la tempête avec de l'incendie, ça resterait possible, quoi. L'éligibilité du semis. Alors ça, c'est un point important, hein, qui n'était pas présent dans la V2 des méthodes. Donc, l'éligibilité du semis, on ne le rend pas éligible pour tout. On le rend éligible que pour des cas pour lesquels il y a suffisamment de recul sur la pratique et pour lesquels on sait que ça fonctionne très bien. Donc, pour la méthode boisement, ça va être autorisé pour les chênes, tous les chênes, hein, voilà. Et pour la méthode reconstitution, ça sera autorisé pour les chênes et le pin maritime. Donc ça, il y a un travail un peu, du coup, à la fois de source, hein, de voir un petit peu sur quel type de peuplement on avait le recul, sur quelles essences ça s'était fait, sur quelles essences avaient donné des résultats vraiment probants, et donc on l'a limité à ces cas-là. Tout à l'heure, il y a une question sur les arrêtés MFR. On a introduit, voilà, une simplification. Alors, deux simplifications. Vous savez qu'on a le droit d'utiliser des plans qui ne sont pas dans les arrêtés MFR, à condition de mettre en place un protocole voilà, scientifique. Donc là, on laisse la possibilité, dès lors que ça fait moins de 5% des plans, du coup, de ne pas du coup, adosser un protocole scientifique. Voilà. Je dis n'importe quoi, vous avez un projet qui fait 1000 plans, vous voulez mettre 20 essences 20 plans d'une essence qui ne serait pas du coup dans l'arrêté MFR, ben là vous pourrez le faire parce que la quantité est jugée négligeable et donc là il n'y aura pas
la mise en place d'un protocole lourd là-dessus. Pour tout le reste, en revanche, il y aura l'obligation, donc ça ne change pas, de passer par les organismes du coup indiqués dans les directives, dans les arrêtés préfectoraux MFR. On introduit par contre une souplesse, c'est qu'on ne demande pas que ça soit forcément un protocole scientifique avec un protocole qui pourrait paraître lourd. Ça peut être un suivi dans le temps de la mortalité des plants, ça peut être un suivi de la croissance, ça peut être sur une durée de 5 ans seulement, sur une durée supérieure. Voilà. On laisse un peu plus de liberté parce que c'était un critère qui était souvent à la libre appréciation de l'instructeur andréal, et donc ça pouvait donner des considérations qui allaient, qui devenaient très différentes d'une DREAL à l'autre. Notez qu'on a essayé dans cette méthode à chaque fois, en la rédigeant, d'apporter quand même des améliorations, notamment pour éviter les interprétations différentes entre instructeurs en DREAL. J'ai répondu à cette question tout à l'heure déjà, mais la méthode va définir, en tout cas, une méthode pour l'allochtonie et l'autochtonie d'une essence. En tout cas, ce sera plus simple maintenant de vérifier si l'essence est autochtone ou allochtone. Et en tout cas, on le fait sur un critère scientifique. Donc là, on se raccroche vraiment à des cartes, à quelque chose qui est prouvé, qui est scientifique, qu'on n'a pas sur les essences, par exemple, exotiques envahissantes, où souvent c'est différents experts qui considèrent telle et telle essence, et donc il n'y a pas de consensus, en tout cas de la communauté scientifique, parfois, sur ces essences-là. Là, sur l'autochtonie et l'allochtonie, il y a un consensus, donc on peut savoir si une essence, il y a une définition, si elle était autochtone ou allochtone. Donc là, on renvoie à ça. Alors, ça peut paraître plus lourd, mais en tout cas, il y a une méthode pour définir si c'est autochtone ou si ça ne l'est pas. Ensuite, vous nous l'aviez demandé dans la consultation. Alors, du coup, on l'a forcément ajouté. On a ajouté une annexe. Donc, vous envoyez un extrait à droite qui liste de façon exhaustive, j'espère qu'on n'en a pas oublié, tous les PDPFCI, PRDFCI, arrêtés préfectoraux, avec leur durée de validité. Donc, normalement, est-ce qu'ils sont en vigueur? Est-ce qu'ils sont échus? Et avec un lien qui permet, du coup, en cliquant, d'ouvrir directement le document pour consulter la carte de l'ALEA et des communes qui sont impliquées. Voilà. Donc, le tableau, il ne va pas jusqu'au bout, puisque, du coup, il y a également les DOM, certains DOM, je pense notamment à la Réunion et à Mayotte, qui sont dotés de PDPFCI. Autre point qui était un élément du coup que vous nous aviez demandé, c'était l'étape de production. Alors l'étape de production, donc là il faut louer le travail qui a été effectué par Salomé Fournier à l'Office national des forêts. Ils ont produit donc un data paper sur lequel ils ont fait une analyse finalement de toutes les tables, tous les guides de sylviculture dont ils disposaient en interne à l'ONF, et donc ils les ont révisés et corrigés pour aboutir donc à des tables de production. Alors l'avantage, c'est qu'on les aura en volume total, ce qui évitera d'utiliser le facteur d'expansion branche. Donc pour les spécialistes, je rappelle que le facteur d'expansion branche varie avec le diamètre, donc avec l'âge de l'arbre, et donc c'est un facteur qui amène de l'imprécision lorsqu'on convertit et qu'on l'utilise pour convertir en carbone. Donc, autant que faire se peut, si on peut se passer des facteurs d'expansion branche, c'est quand même mieux, et donc là, ce sera le cas. Alors, notez que ces tables de production, donc on les a pour certaines essences que vous voyez à l'écran, on ne les a pas pour toutes les essences, en tout cas on les a pour certaines essences, et on les a pour certaines essences validées sur certaines aires géographiques. Donc désormais, la méthode
impose du coup le recours aux tables de production de l'ONF sur les aires géographiques où elles ont été élaborées. Voilà. Par exemple, le Douglas, en France, il a été élaboré en France, donc on sera obligé d'utiliser la table de production du Douglas. Là, il n'y a pas le choix. En revanche, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre mettons le pain noir d'Autriche. Il a été élaboré pour les Alpes du Sud. Donc, si vous avez un projet carbone où je voulais mettre du pain noir d'Autriche dans le Massif central et qu'il y a une table de production qui vous paraît plus précise et qui existerait sur le Massif central, là, vous pourrez l'utiliser parce que la table ONF a été construite pour les Alpes du Sud. Voilà. Pour les aires de validité où elles sont construites, il sera obligatoire d'utiliser les tables de l'ONF. Pour les essences qui n'existent pas, il faudra se débrouiller, trouver des tables de production existantes. Notez toutefois qu'on facilite la vie du porteur de projet puisqu'il y a une annexe dans laquelle on va du coup recommander, par analogie de croissance, d'utiliser des tables qui proviennent, qui seraient assez similaires à l'essence pour laquelle on ne l'a pas. Exemple, le cormier qui est un feuillu d'accompagnement, qui est jamais planté pur. Il n'y a pas de table de production pour le cormier. En revanche, de par sa croissance, on peut faire l'approximation qu'il a une croissance proche du chêne et donc on pourra utiliser la table de production, une des tables là qui est fournie par l'ONF sur le chêne. Voilà. Donc ça, il y a un petit tableau, un annexe qui fournira du coup des équivalences. Donc voilà pour les principales modifications. Donc j'ai dû probablement en oublier. Donc après, il y a des petites modifications que je n'ai pas citées ici, le fait qu'on simplifie sur certaines photographies aériennes, etc. Voilà, mais ça, du coup, il faudra les découvrir au fur et à mesure. Je vais peut-être, du coup, avant qu'on passe à une nouvelle session de questions et qu'on termine, peut-être donner un mot de calendrier. Alors, s'il y a des représentants du MTE, ils pourront du coup contredire ce calendrier s'il est trop ambitieux ou pas. Vous dire que du coup, au mois de novembre ou décembre, donc il devrait y avoir des discussions entre le MTE, le MASA et l'ADEME pour qu'ils accordent leur violon et du coup probablement nous demander des corrections éventuelles pour que on puisse arriver à une version qui paraît satisfaisante aux yeux du MTE, qui est on va dire celui qui décidera de l'agrément ou pas des méthodes. En janvier, donc, on pourrait imaginer donc, une consultation publique. En tout cas, la consultation publique n'est pas conditionnelle. Vous savez, donc, elle est obligatoire pour toute nouvelle méthode et pour toute révision de méthode. En février, donc, il y aurait, donc, j'imagine, une discussion CNPF-MTE donc, sur l'intégration ou pas des remarques qui sont formulées au niveau de la consultation. Et après, donc, passage devant le groupe technique et scientifique de validation des méthodes, où là, encore une fois, il pourrait y avoir aussi une demande éventuelle de modification. Et donc, on peut penser que si tout va bien, en avril, la méthode pourrait être, dans sa V3, pourrait être agréée par le ministère de la Transition écologique. Voilà. Et si on a le temps, en parallèle, comme c'est des petites modifications, on essaiera d'avancer sur la méthode balivage. Merci Olivier. Alors, il y a pas mal de questions concernant la dérogation de 5% d'essence hors arrêté MFR sans protocole de suivi précis. Donc, tu y as déjà partiellement répondu, mais est-ce qu'un organisme peut, à travers sa propre cellule de RDI, réaliser le suivi quand il y a plus de 5% d'essences qui ne sont pas dans les arrêtés? Alors, a priori, non, puisqu'on colle du coup à la directive du MA sur les arrêtés MFR. Donc, c'est les organismes traditionnels. Oui.
Ensuite, comment est-ce que les essences hors arrêté MFR peuvent être intégrées au projet si elles ne sont pas comptabilisées dans le calcul carbone? Mhm. Aurait, Alors, ben oui, là, j'ai pas de réponse. En fait, enfin, ça arrive très souvent, hein, dans les projets carbone. Vous allez avoir, je sais pas, il y a des essences où vous allez pouvoir faire une assimilation à d'autres. Vous n'avez pas les données de production, mais voilà, peut-être un châtaignier, un érable sycomore, c'est assez proche en croissance, un cormier avec un chêne. Voilà. Après, il y a des fruitiers type poirier, pommier. À mon avis, c'est impossible de les quantifier, en tout cas, mais même de faire une assimilation à d'autres essences, puisque bon, ça va faire des arbres, mais souvent ça peut rester à l'état d'arbuste. De la même façon, quand vous êtes en Pays de la Loire ou en Bretagne, que vous mettez 2% de chêne vert, on ne peut pas l'assimiler à du chêne pubescent. Ça ne fait pas du tout le même type d'arbre. Donc, il y a des essences dans tous les projets dans beaucoup de projets carbone, où malheureusement, dans le tableau, hein, le calculateur, vous n'arriverez pas à 100% des essences du coup quantifiées. Il y aura toujours peut-être 2, 5, 8, 13% qui ne seront pas quantifiés. Donc là, ça peut être le cas pour les essences du coup hors arrêté MFR. Oui. Et une autre précision, quand elles sont quantifiées, à quelle densité doivent-elles être plantées du coup? Pour Il vérifier. faut, Ouais, ouais. voilà, il faut que sur l'ensemble du projet, au bout de 5 ans, vous essayiez de tendre vers les 900 plants vivants hectares, aux exceptions près des arrêtés MFR. Merci. Une question, est-ce que le suivi de ces essences, du coup, peut alimenter la base de données Bioclimsol? Ah, très bonne question. Je ne m'étais pas posé la question, donc il faudrait voir avec ceux qui font la maintenance de l'outil Bioclimsol. Là, je peux pas répondre. Merci. Ensuite, une question sur le choix de ce taux de 5% de plan hors MFR sans protocole scientifique. Comment est-ce qu'on a fixé ce taux? Bon, là, pour le coup, hein, il ne ressort pas d'une étude, hein. L'idée était d'apporter une souplesse. Voilà, vraiment, la philosophie, c'est dans un projet, on veut tester quelque chose, mais c'est quelques pieds. Voilà. C'est vraiment dérisoire, c'est, je ne sais pas, 30 caroubiers, 20 noyers de pécan, enfin voilà, des essences qui ne sont pas du tout prévues dans les arrêtés MFR, c'est de l'ordre d'une poignée de plants. Donc voilà, pour traduire ce côté, je dirais, poignée de plants, on s'est dit, on ne va pas mettre 10%. 10%, ça peut représenter déjà une quantité non négligeable, hein, sur un projet. Faut faire attention, si elles ne sont pas dans les arrêtés MFR, parfois il y a des raisons. Donc on ne veut pas avoir une approche qui serait pas prudente sur le sujet. Et donc voilà, ce qui nous a paru correct pour caractériser cet aspect faible pourcentage, c'était 5%. Merci. Je crois que sur l'IBP, ça a été bien clarifié, mais il y a une question sur le fait que pour obtenir 100% en note biodiversité, il faudrait alors faire un IBP post-incendie. N'est-ce pas un peu dangereux? Alors, tu peux me la relire, s'il te Ouais. plaît? La question, ça porte sur le co-bénéfice biodiversité. Oui, Comme l'IBP va devenir facultatif pour les projets incendiés, oui. est-ce que pour obtenir 100% en note biodiversité, il faudrait quand même réaliser un IBP post-incendie? À mon avis, Alors, non, parce que ça s'enlève. Voilà. à chaque fois, donc ça a été précisé dans la méthode. À chaque fois, d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, mais il y a un tableau qui précise le nombre de points maximal que vous pouvez avoir. Par exemple, je donne un exemple. On s'en est rendu compte et on l'a corrigé là dans la V3. L'ONF ne peut pas avoir le même nombre de points sur le critère socio-économique qu'un projet en forêt privée. Pourquoi? Parce que l'ONF ne peut pas faire des ASLGF et un projet en forêt publique n'a pas l'assurance. Donc, le total de nombre de points sur le socio-économique en forêt privée atteignable est différent de celui que peut atteindre un projet en forêt publique. Donc, de la même façon, si vous êtes, on va dire, à plus de 2 hectares dans un dépérissement qui n'est pas du scolite, l'IBP est obligatoire.
Donc, l'IBP, les 5 points d'IBP co-bénéfice, ils sont enlevés du total maximum atteignable. En revanche, si vous êtes dans l'incendie, la tempête, il reste facultatif et donc vous pouvez l'ajouter. Du coup, le total maximum atteignable sera IBP compris. Merci. Je vois les mains levées. Je vais faire par ordre des questions posées et ensuite les mains levées si ça vous va pour répondre dans l'ordre. Alors, c'était plutôt une remarque sur la partie précédente qui dit qu'on parle beaucoup de rabais, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager des bonus pour les opérateurs rigoureux et conservateurs sur les valeurs transmises, telles que les classes de fertilité, par exemple? Alors là-dessus, vous savez qu'il existe un rabais lorsqu'on ne souhaite pas finalement qu'on souhaite pas ou qu'on ne sait pas justifier la classe de fertilité. Hein, donc ça, on n'y a pas touché. Il y a toujours ce rabais de 10%. Voilà, après, donc le principe de bonus de carbone, bien sûr, n'existe pas. Hein, donc on ne fait pas plus de carbone parce qu'on fait bien son travail. Donc effectivement, on ne peut pas avoir de bonus dans les méthodes. Oui, voilà, si la classe de fertilité est définie, eh ben, elle dicte exactement le carbone ou presque. Merci. Il y a une question sur les projets collectifs en forêt et sur leur intérêt, parce qu'est-ce qu'on pourra échantillonner les audits sur les différents projets, comme pour les méthodes agricoles, par exemple, ou pas? Alors non, c'est pas prévu. Là, on est vraiment sur il y a un échantillonnage, donc vous l'avez compris, sur les tènements, c'est-à-dire on vérifie pas toutes les lignes, on échantillonne. Par contre, tout tènement, c'est la philosophie là qui du coup a été apportée sur les méthodes, tout tènement doit faire l'objet d'une visite. Voilà. Donc il n'y a pas d'échantillonnage aléatoire sur un projet, même collectif. Merci. Ensuite, il y a plusieurs questions autour des tables de production de l'ONF et des équivalences. Donc, une première, est-ce que le calculateur sera modifié à partir des tables ou pourra-t-on se passer du calculateur directement? Alors, le calculateur, de toute façon, sera modifié, puisque vous l'avez vu, toutes les infradensités de toutes les essences vont changer. Donc déjà, le calculateur, on n'a pas le choix, il va falloir le modifier pour tenir compte de ça. Voilà. Après, dans un second temps, parce que là, l'ONF donc, a eu des premières actualisations du coup de tables de production. Ils vont en sortir du coup probablement d'autres en 2023. Donc, a priori, il y aura toute une actualisation qui pourrait aboutir à un calculateur où on pourrait rentrer l'étape de production de l'ONF. Voilà. L'idée étant, à prime abord, hein, dans l'immédiat, donc dans l'immédiat, c'est ce que je vous ai projeté, hein, c'est-à-dire si les méthodes sont agréées en avril, d'avoir le calculateur avec les données par défaut, infradensité, le carbone du sol qui change aussi avec les nouvelles références 4 pour 1000, que ça soit actualisé. Voilà. Et après, dans un second temps, effectivement, il faudra améliorer le calculateur et y mettre les tables du coup de l'ONF. Voilà, mais ces tables, elles seront bien sûr consultables et puis vous pourrez Oui, remplir le calculateur à partir des tables, c'est ça. pour dire les choses autrement. Et du coup, il y a des questions sur les équivalences d'essence ou les fruitiers en essence accessoire. Donc, sur quelle base se fixe l'annexe des équivalences? Et du coup, est-ce que toutes les essences comme les fruitiers seraient dans le calculateur, par exemple? Alors, après, ça dépend de ce qu'on appelle Ouais. aussi fruitier. Donc, il y a des fruitiers qui sont arbres, qui ont vraiment un port d'arbre, qui à maturité font plus de 20 mètres. Donc, voilà, ça, effectivement, on peut prévoir des équivalences. Après, les fruitiers qui sont plutôt à état d'arbuste, là, il n'y aura pas d'équivalence. Donc, les équivalences, donc le tableau, il n'est pas, comment dire, il n'est pas basé sur quelque chose de scientifique
étude qui est sortie, qui a comparé des productions. C'est plus quelque chose qui a été fait, voilà, dire d'experts par expérience sur les différentes essences. Il ne sera pas exhaustif, ce tableau-là. Voilà, il va donner des équivalences pour les principales essences, quoi. Voilà. Et des non-équivalences aussi, hein, peut-être, du type, comme je vous ai dit tout à l'heure, un chêne vert, on ne peut pas le quantifier sur du chêne Cécile. Merci. Et puis, un dernier commentaire là-dessus. Apparemment, certains services instructeurs indiquent qu'on ne peut pas utiliser les tables de l'ONF quand il n'y a pas de données de croissance avant 30 ans. Mais je pense que c'est une surinterprétation du service. Oui, puisque là, du coup, on aura les tables qui pourront être utilisées avant 30 ans et sur la durée de révolution. Oui. Un petit peu dans la même idée de calcul carbone, il s'était posé la question de réévaluer le scénario de référence d'un mètre cube par hectare par an, Oui. post-incendie ou lorsqu'une forêt est un boisement est très proche d'une forêt, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelle modification sera prise en compte ou non? Alors oui, tout à fait. Donc ça, dans la V2, il y avait une petite référence de bas de page qui indiquait, parce qu'au moment où on avait fait la V1, on n'avait pas encore accès aux données de l'observatoire post-tempête. Donc il y a plusieurs forêts qui ont été détruites par des tempêtes, la tempête de 99, et qui n'ont pas fait l'objet d'un reboisement. Et donc, elles ont été suivies par AgroParisTech, il y avait l'ONF, l'IDF, je crois, pour voir alors plein de choses, la biodiversité, les tiges, le changement climatique, etc. Et ils ont fait donc une analyse terrain au bout de 19 ans. Donc nous, dans les méthodes, on a fait le pari, parce qu'on n'avait pas de données, hein, il faut le dire, hein, donc c'était une hypothèse du coup par défaut, on a fait le pari que le scénario de référence, si on ne reboise pas, il va se passer quelque chose, mais c'est une croissance lente d'1 mètre cube hectare an. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de se dire, au bout de 20 ans, ça fait 20 mètres cubes hectare. Est-ce que sur les parcelles post-tempête qui n'ont jamais été reboisées, au bout, donc là c'est 19 ans, bon, mettons 20 ans, est-ce qu'on a ces 20 mètres cubes hectares? Voilà. Et donc, je remercie particulièrement du coup Christine à l'ONF qui a pu avoir accès donc au jeu de données. Donc c'était un peu dans la précipitation là dans les derniers jours, on a pu du coup vérifier ça. Et donc il s'avère que l'écrasante majorité des parcelles fait état d'un volume largement inférieur à 20 mètres cubes hectares au bout de 20 ans. Ce qui veut dire qu'a priori, le scénario qu'on avait mis il y a 4 ans, il n'était pas si délirant que ça, et même qu'il était plutôt conservateur. Voilà. Alors, il y aura toujours des cas, voilà, le pin maritime dans les Landes, a priori, ça peut, c'est pas, voilà, ce ne sera pas additionnel parce que des parcelles qui auraient brûlé, qui auraient beaucoup de graines, qui seraient adultes, si on ne reboise pas, il y aura une forte densité de plants, hein, c'est une essence colonisatrice de lumière, donc il y aura toujours des cas, mais dans l'ensemble, voilà, sur ces peuplements qui étaient quand même forestiers, hein, qui ont été tempêtés, et donc qui sont sûrement entourés aussi de graines, de porte-graines et de semenciers, dans la majorité des cas, 20 ans après, on a moins de 20 mètres cubes hectares. C'est conservateur, donc on n'a aucune raison de modifier le scénario de référence. Merci. Une précision, donc la V3 va être déposée. Olivier finissait quelques points. Ensuite, il y a tout un lot de questions sur le co-bénéfice de regroupement de propriétaires. Pourrait-il être toujours coché pour les coopératives forestières du fait de leur statut? Et pourrait-il exister pour le regroupement en groupement forestier? Alors, un groupement forestier, non, certainement pas, hein, c'est un propriétaire avec dedans des sociétaires, donc là, il n'y a pas lieu de le faire. La seule exception, mais qui n'existe pas, ça serait de faire s'il y avait un cas où il y avait des groupements forestiers de petits porteurs par rapport de foncier, et ils se regroupent et ils créent la société en apportant des parcelles vides qui vont boiser.
là, effectivement, ça serait une façon de regrouper. Ouais. Mais bon, ça, c'est un cas bien évidemment anecdotique. Et après, pour les coopératives, non, là, on propose plutôt, du coup, c'est plutôt les formes, du coup, de groupement. Alors, c'est pas forcément que les ASL, hein. Je crois que dans la V2, c'était le cas. On parlait aussi, ça peut être des JF, donc ça peut être des propriétaires d'une certaine surface aussi qui se regroupent, quoi. Merci. Écoutez, je crois avoir fait le tour de la majorité des questions que j'ai essayé de regrouper. Je vois que Cécile, tu avais levé la main. Et peut-être T'entends qu'elle pas. est Oui, partie. oui, excusez-moi, pardon, je trouvais plus mon micro. Donc moi, oui, j'avais des questions parce que je trouve qu'il y a un peu de deux poids, deux mesures. Vous permettez le labour, mais vous réduisez du carbone. Mais quand on plante des fruitiers et que ça va dans la direction de plus de diversité, en fait, on ne prend pas des petites mesures, même ça aurait pu être des petites mesures en plus qui seraient rajoutées comme ça dans le calculateur, même hyper réduites, mais au moins, s'il y a il y a des choses qui poussent, quoi. Pas comme si on était dans un truc où, en fait, on ignore complètement les arbres qui poussent. Et moi, ça me gêne quand même. C'est du moment que c'est conservateur, moi je vois pas où est le problème, hein. Il y a des essences qu'on est capable de quantifier, il y en a où c'est difficile, où elles peuvent pas du coup être assimilées à d'autres essences parce que elles sont beaucoup trop lentes, par exemple le chêne vert, etc. Moi, ça me paraît logique de pas les quantifier, de rester conservateur. C'est souvent ce qui serait problématique, c'est si vous avez des projets où vous aboutissez à quantifier 30% de la surface. Mais s'il n'y a que 10-15% d'un projet où voilà, vous n'avez pas les tables, vous ne souhaitez pas éventuellement faire une recherche complémentaire pour voir si la table existe, voilà, c'est conservateur, ça ne pose pas de problème sur le carbone, quoi. Et vous pouvez le valoriser via l'éco-bénéfice. Merci. Je reprends la liste des questions. Je crois que sur les arrêtés MFR, on a répondu sur la densité et le calcul carbone par équivalence. Ensuite, il y avait une question d'élargir l'éligibilité des forêts dégradées depuis plus de 5 ans. Ah oui, alors là, la durée donc, est maintenue à 5 ans, sauf forêt donc, des Gréco J et K, qui sont les Gréco méditerranéennes, grosso modo Languedoc, Drôme-Ardèche et PACA, Corse, où là, donc ça concerne uniquement l'incendie, hein. Uniquement l'incendie, je le précise. Donc pour l'incendie, il est demandé donc un an avant de pouvoir donc déposer le projet. Donc c'est pour éviter du coup de reboiser sur un sol qui a été bien impacté, abîmé. Et alors, l'idéal, c'est d'attendre même 3 ans, 4 ans, de voir s'il y a du recru qui vient, parce qu'il y a des zones, ça n'est pas pertinent, hein, de reboiser. Bon, on ne souhaite pas empêcher les projets, donc c'est uniquement un an du coup où on laisse le sol se reposer et après on peut du coup déposer le dossier reboisé. Et pour la Méditerranée, où en plus il peut être par les conditions de croissance beaucoup plus difficile d'arriver à un état où on peut se rendre compte que finalement on a suffisamment de régénération et ça ne vaut pas le coup de reboiser, on porte cette durée à 8 ans, mais que pour l'incendie. Merci Olivier. Il y a une remarque de Christine qui dit qu'il faudrait se donner les moyens de collectivement avoir des données aussi sur les autres essences. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt un appel à tout le monde. On ne peut pas y répondre comme ça aujourd'hui. Enfin, une question, est-ce qu'il y aura une phase de transition avec un délai accordé entre la V2 et la V3 effective? Alors ça, je ne peux pas le dire. Ça dépend pas de nous, rédacteurs. Il faudra voir avec le MTE, ouais, un petit peu qu'est-ce qu'ils envisagent là-dessus.
Bon, en soi, vous le verrez quand les méthodes seront consultables, elles sont pas mal étoffées parce qu'il y a beaucoup plus d'annexes, hein, donc elles sont beaucoup plus longues. Elles n'ont pas beaucoup été modifiées quand même, hein. Je dirais la grosse modification, la partie qui est très colorée, c'est la partie sur l'audit. Mais bon, c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi emmagasiner les nouvelles modifications. Donc ça, je ne sais pas y répondre. Il faut voir avec le MTE. Merci. Je vois une main levée de Tancred Neveu, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Une interrogation suite aux incendies de Gironde. Y aura-t-il là aussi un délai à respecter entre l'incendie et les premiers dossiers, hein, et est-ce qu'il y aura plusieurs scénarios de référence à envisager selon l'âge du peuplement qui a été incendié, s'ils sont des pins de moins de 10 ans, avant toute possibilité de fructification, ou des pins de 40 ans et plus? Oui. Alors, non, on n'est pas allé jusqu'à ce degré-là de discrimination sur les cas possibles. On a quand même mis une référence sur le fait qu'il fallait se concentrer sur les peuplements jeunes, sans graines, où du coup, effectivement, il y a une incertitude quant à avoir la régénération. Pour autant, donc ça, on verra, hein, ce que dira la consultation, hein, parce qu'il y a forcément un risque d'aubaine. On n'a pas interdit les peuplements qui pourraient être âgés et pour lesquels, au contraire, on aurait même un déstockage de carbone en boisant parce qu'on aurait une densité de colonisation bien supérieure à celle qu'on aurait en boisement. Donc, ça n'a pas été supprimé. La seule obligation, c'est d'attendre un an, c'est-à-dire pour les incendies de l'été 2022, on ne pourrait, s'il y avait eu la V3, on ne pourrait pas reboiser à l'automne 2022, hiver 2023. Il faut laisser passer cette saison. La saison, je dirais, de végétation printemps 2023, et on pourrait reboiser à partir de l'automne 2023. Voilà, il faut laisser passer la saison de végétation qui suit l'incendie. Mais il n'y a qu'une saison qui est imposée. Donc, dès la deuxième saison, le projet peut être potentiellement planté, même si la méthode conseille, recommande selon les cas, de se laisser 2 ans, 3 ans ou 4 ans, voire même 8 ans pour la Méditerranée. Merci. Une question de... Et Merci. attention, c'est les dernières questions et après, on va clôturer la réunion. Une question de Clément Garin. Est-ce que vous avez envisagé un co-bénéfice sur la production naturelle de nourriture de certaines essences à destination de la faune locale, par exemple les fruitiers? Alors, non. Donc, dans ce que j'ai présenté là sur le co-bénéfice biodiversité, il n'y est pas. Voilà, après, s'il y a des idées de co-bénéfices qui sont manquants, qui soient intéressants, pourquoi pas, hein, on peut encore ajouter. Voilà. La liste des co-bénéfices, elle ne sera jamais exhaustive, de toute façon. Voilà. Ça, il faut partir de ça. Après, il faut vérifier que les principaux types de co-bénéfices qu'on peut avoir, du coup, y soient. Et après, attention, hein, on n'est pas revenu là-dessus. On peut, par groupe de co-bénéfices, rajouter 2 co-bénéfices supplémentaires plafonnés à plus 1. Ça, c'est toujours possible. Oui, voilà. Merci. Alors, tac. Sarah, du coup, qui redemande concernant la limite de 5 ans pour une forêt dégradée, si ce peuplement pourrait être éligible au boisement s'il y a moins de 15 mètres cubes hectares par an, alors que l'affectation des terres est déjà forestière. Alors, c'est-à-dire pour les forêts qui ont été dégradées, par exemple, il y a 15 ans, une tempête qui a détruit une forêt il y a 15 ans, et depuis, il y a moins de 15 mètres cubes, il n'y a rien qu'à pousser. Donc ça, effectivement, c'est éligible à la méthode boisement, non pas reconstitution, mais boisement. Et on a précisé quelque chose, hein, pour que ça donne pas lieu à de l'interprétation par les DREAL, c'est qu'il n'y aura pas lieu de faire une étude cas par cas de premier boisement, puisque les terres avaient été dans le passé forestières. Et donc là, il faut juste démontrer qu'il y avait une forêt dans le passé il y a plus de 10 ans.
Exactement. La méthode balivage, du coup, sera révisée ensuite. Pour le moment, elle n'a pas été avancée pour Lorraine Grimouille. Une question pour le MTE de Cécile, donc on ne va pas y répondre. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous en avez des dernières, allez-y avant qu'on puisse clôturer d'ici 5 minutes. Levez la main si besoin. Cécile? Du coup, sur la vanne, on reste sur une vanne à horizon révolution. Oui, pour le moment, il n'y a pas eu de changement sur ce critère-là. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question? Bah, écoutez, je pense qu'on peut clôturer. Merci beaucoup en tous les cas pour toutes vos questions et à Olivier pour toutes les précisions apportées. Le PowerPoint vous sera transmis avec la liste des questions-réponses que j'ai relevées pendant la réunion. Et la réunion a été enregistrée également, donc je pourrai mettre le lien du replay après coup. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les Merci, deux. au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.